Bon, Monsieur Durand, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à l'Académie de chirurgie pour nous avoir permis de parler du poignet. Je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Michel Cogniet, avec qui on commence à avoir partagé quelques années de travail ensemble sur le poignet. Et puis également à remercier tout particulièrement les professeurs Michel Merle et François Schenberg pour nous accueillir dans ce lieu symbolique. Et il y a un souci d'affichage. Il m'a été demandé de vous présenter l'évolution de la prise en charge chirurgicale de la fracture du poignet depuis 2000, donc depuis une vingtaine d'années, mais dans ma pratique personnelle. C'est un sujet qui me tient à cœur. Mes maîtres ici présents ont pu constater mon intérêt tout particulier pour le poignet en général et sa pathologie en particulier. Et on ne peut que rappeler que le traitement, la prise en charge des fractures du poignet mérite que l'on s'attarde sur elles, tant elles sont fréquentes et elles jouissent d'une fausse réputation de bénignité. Alors, la prévalence des fractures du poignet, elle est importante, elle compte parmi les plus fréquentes dans l'espèce humaine. Les deux pics concernent l'adolescence et après 65 ans. Et puis, l'incidence est variable chez les patients de plus de 50 ans, entre 4 et 750 cas pour 100 000 habitants en fonction du sexe et de la région du monde. Ces fractures surviennent généralement après un traumatisme à haute énergie pour les patients jeunes, mais également après une simple chute mécanique pour les patients moins jeunes. La fracture concerne l'extrémité inférieure du radius, elle peut aussi concerner l'ulna, et puis les lésions associées, comme les lésions du carpe ou les lésions ligamentaires. Et la prise en charge chirurgicale a bien entendu évolué avec le temps et avec les modes point d'interrogation. Le traitement des fractures de l'enfant, aujourd'hui, il est assez consensuel. Tout le monde s'accorde pour, le plus souvent possible, réaliser une réduction et une immobilisation plâtrée afin de préserver le potentiel de croissance du squelette. Le sujet est différent pour les fractures de l'adulte avec un traitement qui est controversé. La fracture du sujet jeune, souvent articulaire, qui peut engendrer de l'arthrose, qu'elle soit traitée ou non. Et puis la prise en charge de la fracture du sujet âgé, qui est encore débattue aujourd'hui entre traitement conservateur, donc non chirurgical, et traitement chirurgical. Le traitement orthopédique a longtemps été le seul proposé. Des traces existent déjà à l'Antiquité. Mais ce traitement était insuffisant et devant cette insuffisance de maintien des fractures avec l'immobilisation seule, d'autres procédés ont été décrits. Les broches fixées dans le plâtre ou la résine, les fixateurs externes ou le brochage intrafocal décrit par Adalbert Capangi en 1970 avec de nombreuses variantes. Malgré ces avancées, la qualité de la réduction de la fracture et de la stabilisation était encore insuffisante, avec encore malheureusement des déplacements secondaires, calvicieux et raideur articulaire. En 2000, le traitement orthopédique était encore largement utilisé, y compris pour des fractures déplacées. Pour les indications chirurgicales, notre approche était fondée sur le type de fracture que l'on pouvait classer en 3 situations. Les fractures à bascule dorsale, qui sont les plus fréquentes et qui étaient toujours embrochées. Les fractures à bascule palmaire ou marginale antérieure, pour lesquelles une plaque console était mise en place. Et les fractures ouvertes comminutives, pour lesquelles le fixateur externe était la règle. Les déplacements secondaires, malgré tout, étaient encore présents. Ils étaient tolérés car considérés comme tolérables dans une certaine limite. Le débricolage du matériel n'était pas rare. La raideur articulaire était vécue comme une fatalité. L'algodystrophie était traitée par calcitonine et immobilisation prolongée, ce qui ne facilitait pas la récupération fonctionnelle. Alors, depuis 20 ans, nous avons vécu des changements majeurs, à la fois sur le plan technique, on va les aborder, mais également en termes de philosophie chirurgicale. Et ces différents points nous paraissent importants pour illustrer ces changements. L'analyse des fractures, initialement sur le bilan radiographique, cherche à comprendre le type de fracture, le nombre de fragments, leur déplacement. Nous attachons une importance particulière à l'analyse de l'articulation radionaire distale, et j'y reviendrai plus tard. L'impact négatif d'un déplacement articulaire, il a été bien étudié ces 20 dernières années, et là encore, on en reparlera tout à l'heure sur l'approche articulaire. Le scanner, qui s'est beaucoup développé, on vient d'en parler pour l'étude anatomique. Il faut savoir que le scanner nous apporte aujourd'hui des renseignements qui sont précieux et qui nous permettent de reconstruire la fracture et finalement de ne plus avoir beaucoup de surprises pour l'intervention. Les premières descriptions des fractures du poignet remontent au XVIIe siècle.
Je pense que nous pouvons être fiers de notre pays qui a beaucoup donné à cette description, à l'anatomie en général et au poignet en particulier. Deux Lyonnais, Claude Poutot et Étienne Desto, ont été pionniers sur le sujet. Et depuis, de nombreuses classifications, dont quelques-unes figurent en bas, ont été proposées, mais aucune n'a fait preuve d'une supériorité, que ce soit en termes de reproductibilité ou d'intérêt pronostique. Nous sommes logiquement passés à d'une phase de classification des fractures à une phase plus analytique, telle que celles qui ont été proposées initialement par Jacques Lolland de Tours et Guillaume Herzberg de Lyon. Donc ça nous fait beaucoup de Lyonnais finalement qui ont travaillé sur le sujet. S'agissant du caractère déplacé de la fracture, les choses sont admises, on va dire, depuis la fin des années 90. Un déplacement en raccourcissement radial de plus de 3 mm de face, une bascule, qu'elle soit dorsale ou palmaire, de plus de 10 degrés, une marge d'escalier ou un écart interfragmentaire de plus de 2 mm. Et pour nous, l'index radio-linéaire distal est également important pour évaluer le risque de conflit nocarpien secondaire. Alors, tous ces critères qui nous paraissent cohérents sont confirmés par la littérature. Et puis, dans le même temps, plusieurs études ont montré la relativement bonne tolérance des cals vicieux, notamment chez les personnes âgées. Donc, finalement, pourquoi corriger une fracture déplacée si elle est bien corrigée? Mais ces études sont remises en cause par les papiers plus récents, après 2000, qui plaident en faveur d'une réduction la plus anatomique possible, y compris chez le patient de plus de 65 ans, dont la demande fonctionnelle augmente. Les fractures réduites sont parfois instables, avec un déplacement secondaire nécessitant un traitement chirurgical. Vous savez qu'une fracture peut être réduite et immobilisée, et quand on a cette démarche, on peut retrouver 3 à 20% de déplacements secondaires. Et ça, c'est une méta-analyse de 2022. Et l'analyse de Léon en 2004 retrouvait quasiment 30% de déplacements secondaires. Le même Léon a retrouvé 33% de déplacements de fractures initialement non déplacées et traitées orthopédiquement. Alors, la réduction de la fracture, là, on va parler de chirurgie, elle fait appel à des manœuvres externes. Et le maintien fait appel soit à l'immobilisation, soit à l'ostéosynthèse. En cas d'indication chirurgicale, cette réduction s'effectue toujours par manœuvre externe et on va céder de broches temporaires pour maintenir les fragments en situation anatomique, le temps de mettre en place le matériel définitif. Tout déplacement résiduel, qu'il soit métaphysaire ou épiphysaire, peut se traduire secondairement par un cal vicieux avec un retentissement qui dépendra de l'importance de ce déplacement. La translation externe de l'épiphyse radiale aura peu de conséquences sur la pronosupination, alors que le raccourcissement radial et la bascule, antérieure ou dorsale, aura un effet négatif à court terme, notamment en supination. C'est un mouvement qu'on ne peut pas compenser. Ce cal vicieux en bascule peut également avoir un effet néfaste sur la tension des ligaments extrinsèques dorsaux du poignet, que nous venons de voir à l'instant. Le contrôle fluoroscopique, il est indispensable pendant l'intervention. Il va permettre de s'assurer de la bonne réduction de la fracture, de la bonne situation de la plaque d'ostéosynthèse et de l'absence de protrusion du matériel, que ce soit en articulaire ou la face dorsale du radius. Plusieurs papiers ces 20 dernières années ont insisté sur l'importance du contrôle fluoroscopique péropératoire afin de limiter le risque de complications. L'incidence main surélevée de 15 degrés de profil permet de s'assurer de l'absence de protrusion des vis dans l'articulation. Et l'incidence Skyline View que vous avez en haut à droite permet de s'assurer que les vis ne sont pas trop longues et donc évite un conflit avec les tendons extenseurs qui sont posés sur le radius. Les articulations radiocarpiennes et radio-linéaires distales doivent être construites le plus anatomiquement possible. Depuis les années 90, un consensus précis, ces critères de réduction, moins de 2 mm d'écart ou de marge d'escalier, parfois moins de 1 mm pour certains auteurs. Et l'arthroscopie, qui nous sera expliquée un petit peu plus tard par Jean-Michel Cognet, se développe depuis les années 2000 et nous sommes passés du stade diagnostique au stade thérapeutique, c'est-à-dire non plus seulement voir, mais également faire. Et cette arthroscopie nous permet d'atteindre ce niveau de précision. Elle permet de nettoyer l'articulation, de retirer l'hématome, les débris articulaires, vérifier la qualité de la réduction de la surface articulaire, dépister et traiter simultanément les lésions ligamentaires associées. Les controverses sur l'utilité de l'arthroscopie ne sont pas encore tranchées, ce qui limite pour le moment sa diffusion aux écoles chirurgicales, les écoles arthroscopiques, pardon. La courbe d'apprentissage est longue et nous devons encore nous interroger sur l'intérêt de réparer les lésions visualisées par manque de preuves scientifiques pour le moment. La vraie révolution de ces 20 dernières années, c'est l'ostéosynthèse par vis verrouillée. Ça a complètement changé la façon de stabiliser les fractures en général et les fractures du poignet en particulier.
L'ostéosynthèse des fractures du poignet, historiquement, avait largement recours à l'embrochage. Et depuis l'apparition de ces plaques, une inversion de tendance a eu lieu dans le monde entier. Les plaques sont devenues plus anatomiques, plus fines, plus légères. Des implants dédiés sont apparus, permettant de gérer les fractures simples, mais également les fractures beaucoup plus complexes. La stabilité du montage par plaque à vis verrouillée autorise une mobilisation précoce avec un moindre risque de déplacement secondaire, toujours redouté par l'opérateur. Dans les plaques dites verrouillées, la tête de vis dispose d'un filetage qui vient se verrouiller dans un filetage opposé sur la plaque, ce qui crée un montage monobloc stable et solide. La résistance aux contraintes modifie la réponse globale du montage et les forces d'arrachement nécessaires sont plus importantes, avec une meilleure tenue, a fortiori dans un os porotique. Les vis des modèles actuels sont dites polyaxiales, c'est-à-dire que le verrouillage peut s'effectuer dans un cône de visée de 15 degrés par rapport à l'axe de la plaque. Alors cet avantage en termes de stabilité s'est traduit par une nette modification du mode d'ostéosynthèse. Vous avez ici les courbes plaques et broches à gauche aux États-Unis et à droite en France. Et donc ces courbes se sont croisées aux environs de l'an 2000 aux États-Unis et en 2014 en France. Sur ce graphique, concernant uniquement la France, les données sont présentées en base 100, de 2009 à 2022. La population a augmenté de 5,5%. Et puis, vous avez les diagnostics qui ont légèrement baissé, sont relativement stables, le taux de fixateur externe qui a diminué, les broches qui étaient prédominantes qui ont beaucoup diminué, et puis finalement, seules les plaques ont augmenté dans l'intervalle. Elles ont plus que doublé. Alors, le patient, lui aussi, a changé dans l'intervalle. Le patient d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'il y a 20 ans. Sur le plan démographique, voilà. Sur le plan démographique, alors vous avez en haut l'évolution de la population en France. La population française augmente à rythme soutenu de 0,3 à 0,5% par an, avec cependant une nette diminution du taux de natalité, c'est le graphique du bas, depuis l'après-guerre, ce qui va encore modifier l'aspect de la population avec une augmentation progressive du taux de personnes de plus de 65 ans. Alors, la pyramide des âges, parfaitement pyramidale au XVIIIe siècle, s'est progressivement modifiée sous l'effet des guerres et des crises internationales. Le baby-boom que nous avons connu après-guerre est devenu aujourd'hui un papy-boom que nous vivons actuellement. Et conjugué à la baisse de la natalité, cela augmente en fait la part des plus de 65 ans dans la population et en pourcentage et en effectif. En 2020, 21% de la population avait plus de 65 ans, ce qui représente quasiment 14 millions de personnes. L'incidence des fractures du poignet, qui était annoncée comme devant exploser après 2000, est finalement assez stable. Sur le graphique du haut, vous avez en bleu le nombre de patients hospitalisés avec un diagnostic de fracture du poignet et les barres vertes représentent la population. 38 000 patients hospitalisés en 2000, 59 000 en 2022, correspondant quasiment à l'accroissement de population. Donc, vous voyez que le ratio fracture hospitalisée sur population reste relativement stable. Le patient a changé, il y a plus de patients de plus de 65 ans, mais ces patients ne sont pas les mêmes, ils ont une demande fonctionnelle qui augmente et parallèlement, ils sont également exposés à l'ostéoporose physiologique. La fracture du poignet, donc passé l'âge de 65 ans, justifie la réalisation d'une densitométrie osseuse et puis de proposer, si besoin, un traitement adéquat pour prévenir d'autres fractures ostéoporotiques telles que la fracture de la hanche ou du rachis lombaire. Le terme de fracture sentinelle donc, est parfaitement applicable aux fractures du poignet. Alors, notre démarche, elle a évolué également depuis 20 ans. Il a fallu faire avec toutes ces découvertes, ces innovations, et avec ces patients dont la demande augmente. Notre approche aujourd'hui est beaucoup plus analytique grâce au scanner, et la plaque palmaire verrouillée est devenue le mode d'ostéosynthèse de choix, quelles que soient les fractures, qu'elles soient extra- ou intra-articulaires, à bascule dorsale ou palmaire. L'embrochage conserve une place pour les fractures extra-articulaires, avec un os de qualité, sans comminution dorsale ni palmaire, ce qui finalement est assez rare, assez peu fréquent dans notre pratique quotidienne. Les lésions articulaires, elles sont traitées de la même façon, par plaque palmaire préférentiellement, sous contrôle arthroscopique pour la composante articulaire. Certaines fractures nécessitent des ajustements d'ostéosynthèse, comme des broches ou des plaques en complément. Et puis les fractures plus complexes ou ouvertes ne contradiquent pas l'usage de cette plaque palmaire qui peut agir selon le concept du fixateur externe interne.
Donc finalement, le fixateur externe, il est proposé uniquement en cas d'insuffisance de prise distale pour la plaque ou en cas de délabrement des parties molles. Les équipes de Bichat et d'Angers ont d'ailleurs mis en évidence le potentiel de prise en charge de ces fractures complexes par les plaques verrouillées, diminuant d'autant le recours au fixateur externe. Un exemple un cas typique de fracture articulaire visualisé sur la radiographie. Le scanner va nous apporter des précisions, va nous permettre de comprendre qu'il s'agit d'une fracture avec séparation du massif épiphysaire, 3 fragments articulaires, une subluxation radioulnaire distale. À ce stade, on peut déjà planifier un abord antérieur, une réduction et une ostéosynthèse par plaque palmaire verrouillée, et puis on va préparer l'arthroscopie pour s'assurer de la bonne réduction de la surface articulaire. Le scanner permet également des reconstructions tridimensionnelles qui, là, sont d'un intérêt important pour le chirurgien parce qu'il a une vision dans l'espace, une vision de chirurgien qui va remettre en place les différents fragments. La vision arthroscopique. Donc là, l'articulation nécessite déjà un premier temps de nettoyage au shaver, et puis ensuite d'inspection de l'articulation des différents fragments. Là, la plaque palmaire a déjà été posée. Les ligaments sont visualisés et testés, le ligament scapho-lunaire, le ligament triangulaire. Ici, ligament scapho-lunaire. Il n'est pas arraché. Un petit peu de dépôt hématique dans l'articulation. Et puis, après mise en place de la plaque palmaire, là, on aperçoit une vis à travers, juste en dessous du shaver. On s'aperçoit qu'il y a toujours un écart interfragmentaire et que ce fameux fragment dorsal postéro-interne, si difficile à réduire, ben là, n'est pas maintenu par la plaque. Donc, à ce stade, on peut tout à fait dévisser les plaques distales, réduire le fragment dorsal, puis mettre une plaque dorsale en complément. À gauche, vous avez le résultat radiologique, donc 2 plaques, une plaque palmaire et une petite plaque dorsale, et puis la reconstruction 3D du montage, qui permet de voir l'importance de la stabilisation procurée par la plaque palmaire, mais également l'importance de cette plaque dorsale pour maintenir le pavé postéro-interne en verre, qui est finalement assez petit. Alors, cette intervention aujourd'hui, elle se déroule dans la majorité des cas en chirurgie ambulatoire, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, avec une anesthésie loco-régionale, une antalgie péros et une analgésie multimodale, complétée par un cathéter in situ de naropène que le patient va garder 48 heures. La mobilisation précoce est la règle, autant que la stabilité de l'ostéosynthèse le permet. Ces interventions peuvent se compliquer, notamment au niveau tendineux, et une ostéosynthèse de qualité avec une attention toute particulière sur la position et la longueur des vis permet d'éviter le risque de lésion tendineuse. Enfin, l'approche multimodale de l'analgésie a permis de diminuer le risque de survenue d'un syndrome douloureux régional complexe, qui était une complication fréquente et redoutée des fractures du poignet. Les déplacements secondaires ont quasiment disparu et quand on les constate, c'est souvent non pas une défaillance du matériel, mais plutôt une fragilité de l'os. Alors, en conclusion, beaucoup de choses ont changé depuis 20 ans. Le dépistage et le traitement de l'ostéoporose ont certainement participé à diminuer le volume de fractures, qui n'a augmenté finalement que sensiblement. Nous avons adopté une approche plus globale du patient et une approche plus analytique des fractures. Le matériel d'ostéosynthèse permet de prendre en charge la majeure partie de ces fractures, même complexes. Et puis, l'imagerie également s'est nettement améliorée, le traitement de l'image par des ordinateurs plus puissants. L'arthroscopie est incontournable pour optimiser la réduction des fragments. Et nous devons continuer nos efforts de formation à destination de nos jeunes collègues avec l'aide de nos sociétés savantes et le partenariat de l'industrie. Il se pose encore la question du coût économique de cette approche chirurgicale qui peut sembler agressive. Le matériel est supporté en coût par les établissements, mais les dernières études européennes et américaines semblent confirmer la validité de cette approche en termes économiques. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle communication. C'est quand même la fracture de la danse du canard dans les maisons de retraite. C'est le moment difficile du mois de décembre. Y a-t-il des questions? Professeur Schoenberg. Le micro. Cette excellente revue et remise au point de la fracture de l'extrémité inférieure du radius. Vous avez complètement
passer sous silence un vieux serpent de mer que je vais refaire revivre. Vous n'avez parlé en aucun point de la styloïde ulnaire. Faut-il s'y intéresser? C'est une question qui a été débattue longuement, sans réponse. Avez-vous aujourd'hui une réponse, positive ou négative? Alors, si je dois répondre, je dirais plutôt oui. Oui, je m'y intéresse. J'ai insisté sur la radio nerf distale qui permet donc ce mouvement de rotation de pronosupination qui est indispensable pour l'usage de la main. Alors, la styloïde ulnaire, aujourd'hui, si on fait le point sur les 20 dernières années, enfin les 40 dernières années, on a quasiment autant d'articles qui plaident pour sa réparation que d'articles qui plaident pour le négliger la lésion. Ce qui m'a permis de trancher, c'est l'utilisation de l'arthroscopie. Quand on a une fracture articulaire, on sait qu'on est beaucoup plus à risque d'avoir des lésions ligamentaires ou des lésions du ligament triangulaire qui peuvent arracher, avulser cette styloïde ulnaire. Et donc, ce qui, moi, va me faire réparer la styloïde, c'est l'aspect arthroscopique. Est-ce que le ligament est complètement instable, complètement déchiré, auquel cas je vais soit réparer la styloïde ulnaire, soit le réinsérer. L'arthroscopie a vraiment changé, elle a complété, on va dire, la vision anatomique et physiologique qu'on avait du poignet. Merci. C'est une question qui est toujours... Professeur Merle. Alexandre, bravo. Une question. Entre 2020 et 2022, le taux de syndrome douloureux régional complexe, il est passé de combien à combien? Alors, on avait déjà communiqué à la Société française de chirurgie de la main. En 2000, notre taux d'algodystrophie, alors dans la littérature, il était entre 10 et 20%. Dans nos mains, l'algodystrophie en 2000, c'était environ 6 à 7%. Aujourd'hui, on est en dessous de 0,5%. Gros progrès. Et je suis content de voir dans vos statistiques que le fixateur externe commence à s'effondrer. Et là, j'ai vu beaucoup de syndrome algodystrophique parce que le chirurgien avait toujours ce réflexe de travailler en décoaptation d'une manière exagérée. Le ligamentotaxis excessif est douloureux. Dernière question. J'ai bien connu GSI Jupiter à Boston. Il nous avait enseigné dans les pertes de substances osseuses de ces fractures cognitives graves l'injection de ciment. Ça a disparu de la littérature. Qu'est-ce qu'il en est actuellement? Alors, c'est une question qu'on se pose et en urgence et pour les calvicieux, quand on fait une ostéotomie qui crée une grande ouverture et un grand défect osseux. Tous les derniers papiers, on va dire les 10 derniers papiers de consistance sur le sujet ont montré que le comblement n'était pas toujours obligatoire et systématique. Une paire de substances de moins d'1 centimètre de hauteur peut se combler spontanément grâce au remodelage osseux. Donc, toutes ces greffes qu'on devait faire, finalement, alors on continue bien sûr de faire des greffes, mais avec beaucoup plus de parcimonie. Le remplissage osseux, j'ai été dans un service où on aimait le comblement osseux, qu'il soit autologue ou artificiel, et je dois dire que ça n'a pas vraiment changé la donne d'apporter ce comblement osseux pour des petites paires de substances. Alors, si je puis me permettre, on avait fait la conférence d'enseignement avec Olivier Marès sur les ostotomies de poignet. Et en fait, même sur une ostotomie, donc on est sur de la chirurgie froide, à partir du moment où il reste une charnière antérieure, on n'est pas obligé de combler, on n'est pas obligé d'amener une greffe osseuse. Par contre, si vous avez un espace libre sans contact, il faut effectivement combler. Et en plus, là, sur les fractures, on a l'hématome. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que maintenant, on a une telle stabilité primaire avec les plaques verrouillées qu'on n'a plus du tout de risque d'écrasement et de bascule postérieure. Professeur Schoenberg. Dans une fracture non déplacée, on connaît les deux tendances, traitement conservateur, traitement chirurgical. Qu'est-ce qui vous fait opter, en dehors de la demande du patient, suivant sa profession, le chirurgien, il ne va pas se promener avec un plâtre, etc. Quels sont les critères qui vous permettent de préconiser impérativement une indication chirurgicale? Alors, la fracture non déplacée, normalement, on doit proposer de première intention un traitement orthopédique. Ce traitement orthopédique, ça va être une immobilisation stricte du poignet, coude libre, doigt libre, pour une durée minimale de 4 semaines. Ce sera 4 à 6 semaines, avec un contrôle intermédiaire avant le sevrage. Certains patients ne veulent pas ou ne tolèrent pas cette immobilisation prolongée, et c'est un des défis auxquels il a fallu répondre. Donc, ça nous arrive de proposer une ostéosynthèse, non pas dans un but de réduction, mais de stabilisation et de récupération précoce de l'autonomie. Aujourd'hui, avec une plaque palmaire à vis verrouillée, le patient bouge dès le lendemain de l'intervention. Il y a des exercices qui sont recommandés à domicile, qui doivent être infradouloureux,
On n'a pas encore réussi à se séparer complètement de l'immobilisation. Alors, on a la chance à Nancy d'avoir un service d'appareillage et d'orthèse amovible, donc, qui permettent aux patients de bouger rapidement. Et l'orthèse est gardée en protection pendant au minimum 4 semaines. Vous avez parlé de lésions méconnues. C'est ça qui m'intéressait le plus, c'est qu'on peut avoir une radio parfaitement normale et c'est là, est-ce que ça vous amène à poser dans certains cas, parce que vous flairez une lésion associée, que vous faites des explorations complémentaires plus que la radio face profil ou les trois. Oui, alors là encore, j'étais dans un service où le patron exigeait qu'on regarde les radios longuement. Et dès qu'on a le moindre doute, notamment sur une atteinte articulaire, on demande systématiquement un scanner qui aujourd'hui est obtenu quasiment dans l'heure de la demande. On est très surpris de voir les dégâts sur le plan articulaire qu'on ne peut pas soupçonner, qu'on ne soupçonnait pas sur les radios simples et qui laissent malheureusement des séquelles pour des patients souvent jeunes et actifs. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a le docteur Lisfranc qui est branché. Est-ce qu'il a une question à poser? Ah si, il est là, je l'ai vu. Il est en ligne. Non? Bon. Docteur Lisfranc? Merci beaucoup, professeur Durand.